qu'un personnage historique entre dans la légende, il y a 3 conditions alternatives. Qu'il ait été marqué par le sort, qu'on l'ait assassiné, ou que le cinéma se soit emparé de lui. Élisabeth de Wittelsbach, devenue l'impératrice d'Autriche et connue sous le nom de Sissi, réunit ces 3 conditions. Immortalisée à l'écran par la divine Romy Schneider, nous y reviendrons tout à l'heure, elle avait accumulé les malheurs. Son beau-frère Maximilien avait été fusillé au Mexique, sa belle-sœur Charlotte d'ailleurs en était tombée folle. Son cher beau-frère, le roi Louis II de Bavière, était mort noyé. Son fils chéri Rodolphe avait péri de manière assez mystérieuse, pour ne pas dire sulfureuse, à Mayerling. Sa propre sœur, la duchesse d'Alençon, avait été brûlée vive dans le terrible incendie du bazar de la Charité à Paris, et elle-même, à 59 ans à peine, allait tomber sous les coups d'un assassin à Genève. Ça, c'était le 10 septembre 1898. 10 jours auparavant, le 30 août, elle s'est installée au Grand Hôtel de Caux-Territet, un hôtel qui domine le lac Léman, on est tout près de Montreux. Elle est accompagnée d'un général aide-de-camp, de 3 dames d'honneur, de son lecteur grec et de quelques domestiques. Autant dire, pour une impératrice d'Autriche, une très petite suite, presque l'incognito. L'air est très beau là-bas, vous savez, très pur, frais, en ce début de septembre. C'est idéal comme région pour des excursions qui vont se succéder à pied, en voiture, par le train. Le 5 septembre, l'impératrice prend le bateau jusqu'à Évian. Elle fait une escale d'une demi-heure à Ouchy, dont elle admire le port. Elle est là, assise sur un banc. Elle relit une lettre de l'empereur, arrivée le matin même. François-Joseph, toujours tendre après plus de 40 ans de mariage, a signé comme d'habitude « Dein Kleiner », ton petit. L'impératrice aime ce lac Léman. Elle adore même, si l'on croit sa dame de compagnie, la comtesse Staret. Élisabeth vit dans ce cadre idyllique. Elle se met en tête de se rendre à Genève et de là, d'aller rendre visite à la baronne de Rothschild à Prégny. Elle a décidé d'y aller par le bateau à vapeur. Ça fait un peu murmurer dans l'entourage. Pourquoi ne pas utiliser le yacht privé des Rothschild? Ce serait quand même plus prudent. Mais que voulez-vous qu'il m'arrive, s'impatiente Sissi. La baronne de Rothschild avait pourtant proposé d'envoyer son yacht à Territet pour conduire l'impératrice directement à Prégny, mais l'impératrice décline l'offre. La vraie raison de ce refus, écrira la comtesse, c'est que la baronne interdisait à ses hôtes de distribuer des pourboires à l'équipage. Va donc pour Genève et le bateau public. Le 9 septembre, en dépit d'une nuit très difficile, l'impératrice est d'humeur douce et sereine, à l'image du temps, un temps lumineux, parfait. L'impératrice monte à Territet à bord d'un bateau de la Compagnie Générale de Navigation, et sur le pont, elle s'amuse avec un enfant de 3 ans qu'elle comble de sucreries. Le bateau accoste à Genève, une voiture conduit l'impératrice à Prégny pour le déjeuner, un déjeuner digne des Rothschild, à la fois somptueux et chaleureux. Vous voyez que le tableau jusque-là est parfait. Et puis Élisabeth et sa petite suite regagnent Genève. L'impératrice se promène sur le quai avec sa dame de compagnie. Elle déguste une glace, puis une deuxième et même une troisième, avant de regagner l'hôtel. Elles sont là un peu comme des collégiennes en goguette. La soirée est superbe, le coucher de soleil idéal. Le ciel de cette fin d'été constellé d'étoiles très scintillantes. Le lendemain matin, 10 septembre, l'impératrice renvoie sa suite par le train. Elle les rejoindra plus tard avec la comtesse par le bateau. Elle se rend en attendant chez un marchand bien connu, Baker, pour acheter un appareil de musique, un appareil automatique, vous savez, avec des rouleaux, tout ça à l'intention de sa fille. Et puis, elle rentre à l'hôtel, elle se change, elle s'attarde, ce qui fait que la comtesse doit frapper à la porte. « Majesté, il est 1h30 et le bateau part dans 10 minutes. » L'impératrice lui ouvre. « Vous avez raison, dit-elle, mais goûtez-moi ce lait, il est délicieux. » Les 2 dames, sans suite aucune, quittent l'hôtel à 1h30 passées, on dirait nous 13h35. Elles sont à pied, elles suivent le quai, alors que l'impératrice s'attardait à regarder des arbres. On entend sonner la cloche du départ. Vite, vite, on presse le pas. On croise un étrange individu qui marche plus ou moins en zigzag et qui, s'approchant soudain d'Élisabeth, lève un poing qui la bat sur elle avant de s'enfuir à toutes jambes. L'impératrice vacille, elle s'affaisse. La comtesse, saisie d'effroi, se met à crier. Des gens accourent. Un cocher aide l'étrangère à se relever. « C'est bon, dit-elle. Je n'ai rien, je vous assure. » L'impératrice d'Autriche est un peu rouge, elle a les larmes aux yeux, mais elle s'est vite reprise. « Dépêchons-nous, insiste-t-elle, nous allons manquer le bateau. » Les 2 dames reprennent au pas de course le chemin de l'embarcadère. Sissi rajuste son chapeau. « Que pouvait bien me vouloir cet homme ?» demande-t-elle quand même à sa dame de compagnie. « M'arracher ma montre, c'est cela ?»
Et soudain, elle s'arrête. « Je suis pâle, n'est-ce pas ?»« Un peu, madame, c'est l'émotion. » À ce moment accourt le portier de l'hôtel qui annonce qu'on vient d'arrêter l'agresseur. « Que dit-il » demande Elisabeth. Et puis « Oh, je crois que j'ai un peu mal à la poitrine, je ne me sens pas bien. » L'agresseur en question se révélera être un certain Lucchini, anarchiste de nationalité italienne, venu d'abord à Genève dans l'intention de s'attaquer au duc d'Orléans. Il a changé de cible en apprenant la présence à l'hôtel Beau Rivage de l'impératrice d'Autriche en personne. Ce qu'on n'a pas compris encore au moment où on vient de l'arrêter, il y a notamment un cocher et un aiguilleur de chemin de fer qui se sont jetés sur lui, c'est qu'il n'a pas porté son coup à main nue. Dans son poing refermé, il tenait fermement une lime de 9 cm et demi de long. Le bateau va partir, l'impératrice gagne la passerelle, elle monte à bord. In extremis, elle chancelle en mettant un pied sur le pont. « Votre bras » murmure-t-elle à la comtesse. Déjà, Elisabeth s'écroule le long de cette dame de compagnie qui ne peut retenir son poids et tombe elle-même à genoux. On accourt pour frictionner les tempes de l'impératrice. « Merci » souffle-t-elle très bas, mais déjà, elle perd connaissance. La comtesse délace le bustier de l'impératrice et, horreur, discerne une grosse tache rouge sombre dans la région du cœur, une blessure en forme de triangle, la blessure d'un poinçon mortel. L'impératrice d'Autriche vient d'être assassinée. À bord, c'est l'affolement. Le bateau, qui était déjà en train de s'éloigner du quai, fait marche arrière, fait machine arrière toute. On débarque la blessée comme on peut, on transporte la moribonde sur une civière. C'est déjà un cadavre qui regagne l'hôtel Beau Rivage. De Mozart sur Europe 1, Franck. Ce qu'il faut savoir, Julia, c'est que 2 jours avant cet assassinat, le 8 septembre, l'impératrice Elisabeth se trouvait en compagnie de son lecteur grec près du débarcadère de Térité, donc où elle résidait. Nous étions assis sur un rocher, racontera cet homme, il s'appelait Barker. L'impératrice pelait une pêche et me tendit la moitié du fruit. À ce moment, un corbeau, échappé à l'une des hordes d'oiseaux à plumage sombre qui hantent ces parages, s'éleva brusquement dans l'air et vint frapper de son aile la main de sa majesté. Celle-ci laissa échapper la pêche. Je n'osais rien dire, mais l'impératrice, comme si elle avait deviné mes pensées, me regarda et murmura « Je n'ai pas peur, je suis fataliste, il arrive ce qui doit arriver ». Nous sommes en compagnie de Jean Descartes pour évoquer la vie extraordinaire de cette impératrice de légende. Tout ce que vous avez voulu savoir sur Sissi, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous écrire par le site internet d'Europe 1. Nous sommes là, bien entendu, pour vous répondre. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous vous retrouvons, Franck, sur Europe 1 avec votre invité aujourd'hui, Jean Descartes, historien, écrivain, journaliste et auteur notamment de Sissi aux éditions Perrin. On pourrait presque dire Jean Descartes, consultant d'au cœur de l'histoire, car il est très souvent avec nous. Merci Jean d'être des nôtres, toujours aussi fidèle. Bonjour. Vous êtes, on peut dire, le grand connaisseur de cette impératrice Élisabeth d'Autriche, personnage tout à fait fascinant, que le public connaît à travers les films de Marischka, les films avec Romy Schneider. Nous parlerons tout à l'heure de ces films et de tout ce mythe, puisque en ce moment se tient à Boulogne une exposition sur Romy Schneider, donc on y reviendra en fin d'émission. Ce que j'aimerais que nous fassions ensemble, c'est découvrir qui était la véritable Sissi. Moi, je me rappelle avoir fait, il y a des années de ça, une visite à la Hermès Villa, pas très loin de Vienne, et avoir été sidéré par ce que j'ai découvert. J'avais l'image riante de cette Romy Schneider, un peu comme ça, conte de fées, puis on nous diffuse toujours ces films à Noël, hein. Il y a un côté comme ça tout à fait Kugeln, c'est tout à fait sympathique, et je découvre une personne neurasthénique qui drapait ses pièces et ses chambres de noir, qui peuplait les salons de sa villa de statues cadavériques. Drôle de personnage tout de même. Un personnage beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et c'est ça qui est intéressant. D'abord, je dirais, c'est une femme révoltée dans un milieu traditionnel, ce qui fait un bon début de situation. C'est-à-dire que c'est une jeune fille, au moment où elle va devenir impératrice, qui arrive des montagnes de Bavière, une monarchie, je dirais, très rurale, parfois rustique même, mais sympathique, et qui n'a rien à voir avec déjà le prestige de la cour de Marie-Thérèse. Il y a un gros contraste entre cette famille bavaroise. De l'autre côté des montagnes, ça n'est pas la même chose. Et Munich est une ville formidable, mais ça n'est pas Vienne tout de même. Bon.
Elle veut vivre libre. Elle a passé une jeunesse formidablement libre avec son père, le duc Max, avec sa famille. Elle écrit des poèmes aux chevaux, aux chiens. Elle monte à cheval toute la journée. Elle va cueillir des fruits. Elle est très, très indépendante. Et à 16 ans, lui tombe dessus le carcan du devoir en n'ayant pas le temps de dire oui ou non à son cousin François-Joseph qui va tomber amoureux fou d'elle, alors qu'il aurait dû épouser sa sœur, oui, c'est ça. Hélène, qu'on appelait gracieusement Néné. Alors, en fait, si vous voulez, lorsqu'elle va, au moment de son couronnement, pour résumer, vouloir embrasser ses cousins, ses innombrables parents, et que son mari lui dit « tu es impératrice d'Autriche, il faudrait tout de même un peu de tenue », c'est une femme qui va se révolter, souvent en silence. Son plus grand ennemi est le protocole. Car la comtesse Esterházy-Liechtenstein, la grande maîtresse de la cour, est arrivée devant elle avec un livre à ne pas faire, qui est une espèce de Bible terrifiante. Et qui fait penser à Madame Étiquette Noailles avec Marie-Antoinette. C'est la même chose. Et ce qu'elle peut faire tient en quelques feuillets. Alors, ce sera toute sa vie le problème d'être observée, regardée, critiquée, d'être considérée comme une paysanne de Bavière parce qu'elle boit de la bière à table, et puis alors c'est une grande anarchiste d'après sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, parce qu'elle prend un bain, voire 2 par jour, un signe de révolution. Bon, donc voilà le personnage. Je dirais, on y reviendra, mais les films n'étaient pas faux, ils étaient incomplets. C'est-à-dire que les films ne portent que sur la partie de la jeunesse de la Donc après, on a une femme qui va être très indépendante, bien sûr, qui va se défendre en s'enfuyant, en voyageant, et qui aura toujours un pressentiment extraordinaire des événements. Ça, c'est fascinant. Quel est un caractère trempé? Je pense que c'est tout à fait évident. Elle est capable, elle a la force morale de s'opposer à la pesanteur de cette cour Habsbourg. Avec une fragilité physique et nerveuse. Alors voilà. Ce qui est évidemment un inconvénient parce que c'est déjà physique. Vous voyez les grandes dames de la cour qui sont plutôt de taille confortable et l'impératrice qui va utiliser sa beauté, sa minceur. Toute fine, longiligne. Comme une arme. Donc 1m72, 55 cm de tour de taille au maximum. Alors, contrairement à la légende, elle mange, mais elle mange en petite quantité et presque tout le temps, ce qui est d'ailleurs très déconseillé, mais enfin ça c'est autre chose. Et elle marche beaucoup et elle fait des heures de cheval. C'est une très très grande sportive et on sait qu'elle installe, on peut encore les voir, elle fait des anneaux, des agrès dans le palais de la Hofburg à Vienne. C'est hallucinant sous les lambris dorés du palais de voir ces anneaux, et l'impératrice, après avoir pris son bain, met une robe noire et se suspend et semble avoir l'air d'un oiseau exotique d'après des témoignages pendant qu'elle écoute Homère en grec. Il y a du reste des salles d'agrès et de sport dans toutes ces villas. Partout, y compris à la Hermès Villa dont vous parliez, où j'ai emmené une équipe de télévision récemment d'ailleurs, car c'est un endroit hallucinant. On a d'un côté, en effet, la femme sportive, saine, avec un hommage à l'Antiquité, à la Grèce. Signalons au passage que le premier roi de la Grèce indépendante était un de ses oncles, un Wittelsbach, en 1832. Et la femme dépressive qui dort à côté d'une statue de la mélancolie, qui ressemble plutôt à une sorte de squelette. Oui, et qui... Alors là, nous tombons sur la dépressive, je dirais médium, qui dit « Nous marchons tous vers un destin effrayant ». Elle portait au moment de son assassinat plusieurs talismans, y compris un signe en cristal de roche de son cousin Louis de Bavière. Et elle savait, et ça m'a beaucoup frappé, sur le plan politique, prendre le pouls des États et des nationalismes en Europe centrale notamment. Et 25 ans avant l'attentat de Sarajevo de 1914, elle dit « L'orage européen et mondial éclatera dans les Balkans ». Et Rodolphe, son fils, le répétera aussi. Donc elle a eu un pressentiment, parce qu'elle voyage beaucoup, qu'elle parle plusieurs langues, elle prend la température des peuples. Elle était non seulement impératrice d'Autriche, mais aussi reine de Hongrie. La Hongrie a beaucoup compté pour elle. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Jean Descartes lève le voile pour nous sur Europe 1 sur la véritable impératrice Élisabeth d'Autriche, qu'on connaît évidemment aussi sous le nom de Sissi. Et Dieu sait qu'elle emportait des voiles absolument merveilleux, plus fins, arachnéens les uns que les autres, brodés, constellés parfois de perles ou de diamants. On a de très beaux portraits de cette impératrice Élisabeth. Winterhalter l'a rendue immortelle. Vous avez d'ailleurs sur la couverture de votre biographie, Sissi, impératrice d'Autriche, Jean Descartes, qui est réédité en collection Tempus, donc l'édition de poche des éditions PRL,
Perrin, vous avez choisi peut-être le plus beau portrait. Elle est vraiment à croquer, si je puis dire. Et j'ai même eu la chance, par ses descendants, de tenir quelques-unes de ses étoiles, ce fameux portrait qui était très impressionnant. Qui était dans les cheveux, les cheveux constellés d'étoiles de diamants, absolument extraordinaire. Était-elle à moitié folle, comme on l'a prétendu? Est-ce qu'elle avait en tout cas ce petit grain Wittelsbach que partageait, c'est le moins qu'on puisse dire, son cousin Louis II de Bavière? Alors c'était une originale, évidemment, de tempérament, de caractère. Le comportement qu'elle avait tous les jours n'avait rien de conventionnel. Elle ne se pliait pas aux usages. Exemple, elle décide, juste après sa nuit de noces, d'accompagner l'empereur, qui est au château de Schönbrunn, à son bureau pour une réunion des états-majors et du conseil des ministres à Vienne. Sa belle-mère pousse des cris d'orfraie en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Sissi se prend pour l'épouse d'un marchand de vin, d'un négociant. Donc, alors ça, c'est une originalité, mais toute relative. Il y avait des signes plus inquiétant et plus intéressant. Par exemple, quand elle demande aux ambassadeurs de l'Autriche puis de l'Autriche-Hongrie de lui envoyer les portraits des femmes les plus belles d'Europe. Alors, beaucoup vont s'amuser à lui envoyer des prostituées, pas seulement des dames du monde, quelquefois ce sont les mêmes d'ailleurs, et en fait, c'est une espèce d'originalité, de revanche pour trouver sa place et rappeler qui elle est. Dans le fond, son problème est celui d'une identité, non pas d'un sujet qu'on traite n'importe comment, c'est évident. Alors, peut-on dire qu'elle avait un petit grain? Oui, bien sûr, les Wittelsbach étaient signalés par leur originalité, leur goût des arts. Mais enfin, vous savez, dans la famille de Prusse, elle avait une tante qui croyait avoir avalé un piano, ce qui n'est pas un signe raisonnable d'amour de la musique. Donc, des originalités. Dès qu'on sortait du cadre, il faut le dire, dès qu'on disait non, je vais à droite au lieu d'aller à gauche. Par exemple, quand elle allait chez Demel, le grand pâtissier de la cour, qui se trouve juste devant la Hofburg, voilà, et qu'elle y allait avec sa dame d'honneur chercher ses tisanes, on disait, mais elle est complètement folle. Donc, il faut relativiser. Mais c'est vrai qu'il y avait un goût morbide et que l'idée de la Dame Blanche des Habsbourg la hantait, bien entendu. Donc, ces longues marches effrayantes, ses sorties la nuit, son insomnie, ses poèmes très morbides. Mais je pense qu'elle était médium, elle voyait le destin de l'Europe, y compris le sien. C'est aussi une cavalière infatigable. Ah oui, mais infernale, je dois dire. Elle est venue en France à l'été 1875, elle a fait une chute de cheval qui a entraîné une commotion pendant plusieurs heures. On a prévenu l'empereur, elle s'en est remise. C'était une rage, mais c'était une revanche parce qu'à 6 heures du matin, au Prater à Vienne, les Viennois étaient debout pour l'avoir passée, telle une fée, n'est-ce pas, cette Amazone extraordinaire. Cette Amazone avait-elle un penchant pour les dames? Alors, on l'a dit parce qu'on ne voyait qu'un environnement féminin autour d'elle et que ses lectrices, ses coiffeuses passaient des heures avec elle. Il faut dire que les cheveux d'Élisabeth étaient très longs et elle disait « c'est très lourd, c'est ma véritable couronne ». Mais l'une de ses, je dirais, professeurs dégustation, Elisa Renz, n'a pas du tout apprécié les commentaires sur les liaisons éventuellement homosexuelles qu'elle aurait avec l'impératrice et a fait un communiqué pour dire que elle restait de son côté traditionnel, préférant les hommes. Cette écuyère ne voulait pas d'ambiguïté. Je crois qu'il n'y a que des ragots à ce sujet. On n'a aucune indication de la moindre tendance à ce sujet, ce qui nous conduit à nous demander si elle a eu des amants. Eh bien, en fait, non. Je pense finalement, en tout cas, il n'y en a pas de preuve jusqu'à aujourd'hui, je pense finalement que l'impératrice devait être trop sportive pour être sensuelle, je dirais, et peut-être atteinte d'une relative frigidité. C'était plutôt une cérébrale, une intellectuelle qui lisait les poèmes de Heine et qui s'est battue pour ce poème. C'est pas du tout simplement quelqu'un qui aime les gâteaux à la crème. Elle a eu, n'est-ce pas, avec son mari, l'empereur François-Joseph, très longue et finalement parfaite union. Elle a eu un rapport très particulier. Et c'est elle finalement qui lui a trouvé sa maîtresse. Elle a été d'un modernisme confondant en voyant que l'empereur, qui avait les besoins, je dirais, tout à fait classiques d'un homme très vigoureux, de bon tempérament apparemment, était très malheureux quand elle était absente. Donc elle a en fait choisi Madame Schratt, qui est une comédienne assez célèbre, pour tenir compagnie, on va dire, du côté de Schönbrunn à l'empereur. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, finalement, Élisabeth a une grande influence sur la maîtresse, la compagne de son mari qu'elle a choisie, en lui disant attention. Elles sont très amies toutes les deux. Elles sont très amies, vous devriez faire attention et faire aussi, vous, un régime. Alors comme elle passait son temps à faire un régime, François-Joseph a protesté en disant tu vas pas t'y mettre aussi et dire à Katharina de faire des régimes comme toi. Je pense que là, il y a quelque chose de très beau de part et d'autre, si vous voulez, du couple. François-Joseph dit
je sais que tu es malheureuse avec moi à cause de la cour, à cause du protocole, du décorum, de l'absence d'intimité. Et je préfère te savoir heureuse, loin de moi, que malheureuse avec moi, ce qui est une preuve d'abnégation fantastique. Et Dieu sait s'il a été malheureux, s'il versait des larmes quand elle repartait. C'était une véritable agence de voyage. Et d'un autre côté, elle se rend compte qu'elle ne peut pas apporter à l'empereur toutes les satisfactions qu'il voudrait, ou du moins sur la longueur de la vie, et se résout à cette situation qui a fait beaucoup jaser, et qui est aussi une preuve d'amour. Du côté de Budapest, là-bas en Hongrie, Élisabeth devenait Erzsébet. Quelques notes, si vous voulez, de l'hommage de Johann Strauss fils à cette musique hongroise. Eliane A. Magyar, Johann Strauss fils, vous l'avez dit, Franck, sur Europe 1. Ah oui, un galop, comme dit Jean Descartes. C'est cette musique qu'on adore écouter le matin du 1er janvier, généralement dans le concert du Nouvel An, mais qu'on peut aussi entendre au mois de novembre, ça fait pas de mal. Jean Descartes, on peut dire que pour Sissi, pour l'impératrice Élisabeth d'Autriche, la Hongrie aura été un véritable pays d'élection. Alors il y a un deuxième personnage qui a été beaucoup moins connu, notamment des Français, et auquel je me suis attaché par des années de recherche, qui est la reine Erzsébet. Là-bas, c'est une autre personne. Elle est couronnée en 1867. Mais pour nos auditeurs, je précise que c'est bien la même. Hein, c'est la même. Mais c'est très intéressant parce que là-bas, on parle de la reine Erzsébet, n'est-ce pas? Hélène Erzsébet, vive Erzsébet. Elle a laissé une telle trace en Hongrie que même du temps de la dictature communiste, le pont Erzsébet n'a jamais été débaptisé sur le Danube. Et qu'on le peut grand voir, pont le qui grand traverse. Et sa statue, qui avait été mise de côté, a été replacée au bord du Danube il y a une vingtaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a compris, si vous voulez, ce qu'était la géopolitique de l'Empire, c'est-à-dire l'impossibilité d'aller vers le nord, vers la Prusse, où un monde germanique était bloqué par les Hohenzollern, et que la politique de son mari allait se déplacer vers le centre et vers l'est, vers les Balkans, et je dirais le Danube, le bassin danubien au sens large. Et elle va se battre pour que la Hongrie soit politiquement et diplomatiquement légale de l'Autriche. Elle va apprendre le hongrois, alors ça c'est une revanche parce que c'est une langue très difficile, et donc les Autrichiens étaient assez vexés. Elle remplace peu à peu, c'est encore une provocation, toutes ces dames d'honneur autrichiennes par des hongroises, et sa dernière dame d'honneur, auprès de qui elle se trouvera au moment de son assassinat, la comtesse Zárály, est hongroise, et elle porte le costume hongrois, y compris à l'Opéra de Vienne. Vous imaginez le scandale que ça fait. Il faut dire que le contentieux entre la maison de Habsbourg et les Hongrois en 1848 avait été extrêmement violent. Alors, ça, c'est une idée formidable d'être l'ambassadrice de la cause hongroise, et elle va tout faire pour que arrive cette solution politique inédite, le compromis, la monarchie austro-hongroise du mois de juin 1867 qui fonctionnera jusqu'à 1918. Et quand on revoit les documents... C'est vrai que quand on parle de l'Autriche-Hongrie, oui, on a l'impression, parce qu'évidemment, déjà Marie-Thérèse, par exemple, était impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, mais l'Autriche-Hongrie, en tant que telle, c'est une création récente. C'est une création récente. Tardive, et en tout cas. L'hôtel de Matignon, aujourd'hui résidence du Premier ministre, siège du gouvernement, est l'ancienne ambassade d'Autriche-Hongrie en France. Et c'est une création fantastique parce que ça équilibre, ça apporte aux Habsbourg un poids formidable en Europe centrale, vers la Roumanie, qui est aussi un État récent, qu'on doit à Napoléon III, et puis c'est un rempart contre l'Empire ottoman aussi, tout ça compte beaucoup. Et elle a compris politiquement, avec un grand sens, avec plus une influence qu'un rôle, l'importance de la Hongrie. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. De la fiction à la réalité, qui était vraiment Sissi? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Franck. Et une de nos auditrices, Valérie, qui porte le même prénom que la fille de l'impératrice, nous dit « J'ai visité cet été la maison de Sissi à Corfou. Que de monde !» Oui, ça fait partie des hits. « Les jardins sont très beaux, nous dit Valérie, mais l'intérieur m'a troublé par son manque de goût, notamment une fresque très laide dans l'escalier monumental. Désolé. » Je suis un peu de cet avis aussi, Valérie, je vous rassure. Et
et ça me donne l'occasion d'ouvrir la biographie de Jean Descartes sur Sissi à une page qui parle justement de Corfou. La douceur d'un automne doré, écrit Jean Descartes, une eau calme, des cyprès droits comme les sentinelles du soleil. Élisabeth apprend le grec, l'ancien et le moderne, sous la direction d'un avocat que le baron Warsberg, guide toujours dévoué, lui a recommandé. Elle est une élève appliquée, installée sur la terrasse de sa villa. La vue est splendide et l'animation des ruelles très italienne ne trouble pas l'impératrice studieuse qui déclame en faisant les 100 pas pendant que les femmes du port vont et viennent avec leur coiffure à étages sous d'extravagants fichus bleus, jaunes et roses. Élisabeth d'Autriche vibre d'aventures homériques. Est-elle satisfaite à défaut d'être heureuse? La comtesse Festestix dresse un tableau sinistre. Aïda Ferenczi, restée à Vienne. Ce que je vois et ce que j'entends ici m'afflige, ma chère Ida. Sans doute sa majesté est toujours gentille dans l'intimité et elle parle comme autrefois, mais elle n'est plus la même. Une ombre s'est répandue sur son âme. Il faut dire que nous sommes là dans les mois, dans les années qui suivent le décès un peu mystérieux, c'est le moins qu'on puisse dire, à Mayerling, du seul fils de Sissi et de François-Joseph, l'archiduc Rodolphe. Ça a été la première, peut-être pas la première, mais en tout cas une grande ombre sur sa vie. Écoutez, à partir du 30 janvier 1889, on ne verra plus l'impératrice qu'en noir. Elle sera une ombre portant en elle un sentiment de culpabilité, de reproche et je dirais d'incompréhension. On sait, même si ça n'est pas très répandu, qu'elle relisait les rares lettres de Rodolphe en mettant en doute d'ailleurs son écriture, puisqu'on sait que Bismarck avait un atelier de faussaires remarquable. Tout ça c'est une énigme sur laquelle je me suis, beaucoup attardé, mais supposons que Élisabeth ait su la vérité sur la mort de son fils, c'était un poids supplémentaire puisqu'elle ne pouvait rien dire. Ouais. François-Joseph non plus. Alors pour aller dans le sens de cette auditrice, bonjour madame, je suis tout à fait de votre avis, il y a une dose de mauvais goût, mais c'est aussi le mauvais goût de l'époque. Fin de siècle, il faut quand même dire. Le gothique Jules Grévy n'est pas mieux chez nous, il faut quand même le dire. Et Élisabeth avait un côté kitsch, mais que tous ses contemporains avaient. Alors elle s'amusait dans la décoration. Alors, il y a des surtouts de table avec des aigles déployés, quelque chose de sanglier volant, des choses extraordinaires. De très bon goût. Oui, c'est très bon goût, ça prend de la place aussi. Mais bon, à côté de ça, elle avait une vie extrêmement simple et se vêtait d'une façon simple. Vous savez, elle a lutté contre sa belle-mère, donc elle s'est mise en retrait, mais c'est sa beauté qui a attiré la lumière, tout le monde le sait, est devenue mythique. Est-ce qu'on peut dire que Romy Schneider, qui l'a si souvent incarné à l'écran, et pas seulement d'ailleurs dans les épisodes de Sissi, on la voit également jouer une Élisabeth d'Autriche extraordinaire dans Le Crépuscule des dieux de Visconti, aux côtés d'Helmut Berger. De reprendre le rôle, oui. Exactement. Est-ce qu'elle lui ressemblait vraiment ? Eh bien alors écoutez, moi j'ai fait une découverte. Il y a dans l'église Saint-Mathias, sur la colline de Buda, la grande église de Buda, puisque la ville est divisée en deux, Budapest, il y a un buste d'Élisabeth qui date de 1867, au moment où elle a été couronnée reine de Hongrie, qui a été offert par les femmes de Hongrie à leur reine, à leur nouvelle reine. Vous le regardez, 1867, c'est Romy Schneider. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le visage, qui est le même. Alors bien sûr, les mensurations, j'en demande pardon, la mémoire de Romy Schneider n'était pas tout à fait les mêmes, mais le charme, l'éclat devait être le même. La présence aussi, la probablement. Présence, le rayon. Vous savez, la baronne de Rothschild disait, l'impératrice glisse, et quand elle entre dans une pièce, tout le monde s'arrête. Il y a des gens qui rayonnent. C'est un charisme comme oui, ça, un charisme qui est naturel. Extraordinaire. Vous savez, Jean Descartes, qu'il y a en ce moment à Boulogne-Billancourt, c'est à l'espace Landowski, exactement là où avait eu lieu l'exposition Brigitte Bardot il y a quelque temps, qui avait été un grand succès. Romy Schneider, il y a une exposition Romy Schneider et nous avons en ligne l'organisateur de cette exposition, Tristan Duval. Bonjour Tristan Duval. Bonjour Franck Ferrand, bonjour Jean Descartes. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, merci. L'exposition vient d'être inaugurée là et c'est déjà un succès. On se presse pour aller voir qui ? Sissi ou Romy Schneider ? Eh bien, un peu tout ce destin singulier. D'ailleurs, c'est un destin où il y a presque qui résonne entre ces deux personnages. Et c'est vrai que l'exposition a été inaugurée hier soir. Et puis, il y a 2 jours, nous avons eu Alain Delon qui est venu poser les premiers regards sur ce parcours que nous proposons à travers le destin
de Romy Schneider sur... Alain Delon, un des grands amours de Romy Schneider, évidemment. C'est Jean-Pierre Lavoignat qui est le commissaire de cette exposition et il a mis l'accent sur un certain nombre des films cultes. Alors, évidemment, Sissi, mais pas seulement, Tristan Duval. Oui, bien sûr, il y a toute la période Sissi avec la résonance avec le film de Visconti dont vous parliez, et puis surtout toute la période Claude Sautet, puisque elle a incarné une femme française, elle qui était allemande, qui a quitté l'Allemagne pour tenter une carrière en France. Il y a toute la période de Claude Sautet. Et puis il y a l'enfer de Clouzot. Il y a l'enfer de Clouzot, qui est un film magnifique. Et ce que les gens retrouveront surtout, c'est énormément de correspondances qu'elle faisait, qu'elle envoyait aussi bien à l'ensemble des réalisateurs. Elle signait des télégrammes en disant ta Rosalie ou ta Marie, puisqu'elle signait des noms, des prénoms, des rôles qu'elle tenait dans les films qu'on lui proposait. Et il y a beaucoup de correspondance qui est proposée comme ça, des documents assez rares. Et notamment, ça prend tout son relief. C'est un cahier scolaire. Elle avait 12 ans et elle écrivait François Joseph avec des petits cœurs tout autour. Quand on sait qu'elle le jouera plusieurs fois, oui. Elle l'épousera 2 fois. Elle a grandi du reste tout près du fameux nid d'aigle d'Adolf Hitler, oui, à Berchtesgaden. Sa mère était une actrice très, très connue, bien entendu, Magda Schneider. Magda Schneider, c'est d'ailleurs à elle qu'elle doit sa carrière, puisque au départ le film a été monté, si j'ose dire, et Magda Schneider joue le rôle de la mère dans le film. Oui. Elle joue, et le film a été monté au départ. La star était la mère de Romy Schneider, et on cherchait une jeune fille, et Magda Schneider a dit tout simplement pourquoi pas proposer à ma fille, comme ça sera encore plus. Il y a quelque chose, si vous le permettez, qui est intéressant sur l'éclat, ce coup de tonnerre sympathique en 1955 avec le premier film. C'est le moment où l'Autriche républicaine actuelle retrouve son existence diplomatique et politique avec le traité du Belvédère. Et l'Autriche, après toutes les périodes de l'Anschluss, de la guerre, etc., l'occupation par les Alliés, l'occupation quadripartite, retrouve, je dirais, son passé incontestable et charmant. Donc elle nous envoie une carte postale et c'est ce qu'elle pouvait faire de mieux. 6 538 000 spectateurs dès la première année pour Sissi en 1955. Ça a été effectivement la résurrection de l'Autriche. Merci beaucoup Tristan Duval. On peut voir l'exposition jusqu'à quand ? Jusqu'au 22 février, donc tous les jours, à Boulogne. À Boulogne, tout près de la mairie, donc à l'espace Landowski. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Tristan, merci. On peut dire que le destin de Romy Schneider, ayant été lui aussi tragiquement interrompu, s'étant fini aussi dans une certaine noirceur, il y a une vraie concordance. Oui. Il y a déjà une convergence dans ces deux vies. Oui, Franck, il y a déjà une concordance phonique. Sissi, Romy, ça m'a frappé comme les gens font cette relation, si vous voulez. Oui, effectivement, la fin de Romy Schneider a été tragique, la mort de son fils. Mais c'est une autre page. Elle a eu un talent extraordinaire, a été lumineuse dans tous ses films, que ce soit donc ceux de la monarchie autrichienne ou ceux de la France des années 70. Et je pense à un film où elle est particulièrement belle, que j'aime profondément, qui est le Vieux Fusil, où elle est fantastique. Et c'est un film bouleversant. Voilà. Brigitte répond à Valérie en disant « Écoutez, moi je trouve que la peinture de l'escalier de l'Aquiléone n'est pas si laide que ça, c'est du style pompier comme notre peintre Jérôme, dont acte Brigitte. » Merci beaucoup Jean Descartes d'être venu nous parler de Sissi, impératrice d'Autriche, réédité donc dans la collection Tempus. C'est un texte comme toujours très passionnant, très captivant. Et puis alors, vous viendrez bientôt, je le dis déjà à nos auditeurs, vous allez revenir, nous parler de la saga des Windsor qui sort ces jours-ci chez Perrin, de l'Empire britannique au Commonwealth. Là, il y a énormément à dire aussi. Ça nous promet quelques anecdotes, surtout que vous étiez en train de nous dire hors antenne qu'il vous en est arrivé de belles pendant la préparation de cet ouvrage. Merci beaucoup, Jean Descartes. Merci. Nous nous retrouvons dès demain pour évoquer un autre destin de légende.